Bonsoir à tous et bienvenue sur la télévision nationale. Au menu ce soir de Cybernétique, vos rubriques habituelles comme des reportages inédits sur le domaine des technologies de l'information et de la communication, le jeu cybernétique, Cybernews et bien sûr l'invité du jour. Cybernétique, plein pouvoir au savoir. On va aller avec la première partie de cette émission consacrée au reportage. On va suivre un reportage par exemple sur le e-learning, sur la presse en ligne, mais aussi Moussa Fane nous amène faire le point de la transition vers le tout numérique. Il nous signale que malgré le retard, les autorités sont à pied d'œuvre pour la suite de la numérisation. Éclairage. Le 17 juin 2015 était la date butoir du tout numérique dans les paysages audiovisuels planétaires. Plusieurs pays africains n'ont pas pu respecter cette date pour multiples raisons. Pour sa part, le Mali est à pied d'œuvre pour la transition vers la télévision numérique terrestre, TNT. Le Mali n'avait pas pu déployer les réseaux tels que prévu. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même trouvé une solution qui permettait aux Maliens, au cas où on devrait obligatoirement arrêter les émetteurs analogiques au Mali, donc les Maliens pouvaient continuer à regarder la télé malienne sur l'ensemble du territoire à travers le satellite. On avait mis un équipement qui permettait de couvrir l'ensemble du pays avec le signal numérique dans la norme prévue. Aussi, à cette date, il se trouvait qu'on avait installé un émetteur numérique à Bamako qui continuait à marcher sans aucun problème depuis sa date d'installation en décembre 2014. Donc, à ce niveau, on avait pris des dispositions pour éviter ce qu'on appelle l'écran noir. Donc, vous comprenez que depuis 2012, le pays traverse une grave crise et les priorités au Mali, aujourd'hui, nous les connaissons tous. Même si la transition numérique est très importante, nous savons que la sécurité demeure la priorité numéro 1 aujourd'hui au Mali. La numérisation, c'est aussi l'élaboration des stratégies en vue d'une migration reçue de la transition de l'analogie vers le numérique. La création d'une nouvelle direction de diffusion devra permettre de faciliter la mise en œuvre du projet Transition numérique au Mali. La solution qui a été prévue par nos autorités, c'était de mettre en place une société d'État qui va être l'opérateur national de diffusion. Et avec ce statut de société d'État, elle-même, elle pouvait mobiliser les ressources financières nécessaires pour pouvoir financer la transition. Donc actuellement, c'est cette société que nous sommes en train de mettre en place, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, pratiquement tout le monde passe par cette voie. Donc nous sommes en train de mettre actuellement l'administration de cette société en place pour pouvoir déjà s'occuper de la mobilisation des fonds au niveau des banques locales. Je pense que ça va être le tournant déterminant pour qu'on puisse mettre les réseaux de diffusion numérique en place. Cependant, il ne faut pas confondre le projet de la transition vers la télévision numérique terrestre et le plan Mali numérique 2020, car ce sont des projets différents. En ce qui concerne le numérique Mali 2020, cela concerne surtout la modernisation de l'administration. C'est surtout l'Internet et autres choses liées au TIC. Donc il ne s'agit pas de l'audiovisuel. Mais quelque part, l'audiovisuel aussi passe par ces réseaux-là. Les gens peuvent suivre la télé à travers le téléphone, à travers l'ordinateur. Vous voyez que tout est lié maintenant. Sinon, ce n'est pas le même projet, ce n'est pas le même programme. Le projet de transition numérique devra permettre aux autorités de déterminer la politique à mener afin de préserver la souveraineté dans la maîtrise du paysage audiovisuel national. Célia Dalmeida est la rédactrice en chef du journal du Mali.com créé en 2009.
Elle gère une rédaction composée de 6 journalistes. Ici, c'est un travail au quotidien qui permet de faire fonctionner le site web de cet organe. Nous faisons comme tous les autres journaux. Vous voyez, dans la rédaction, les journalistes sont là, ils suivent les informations à la télé, ils sont sur les sites d'information. On check aussi ce qui se passe en actualité nationale que nous traitons et que nous proposons donc à nos lecteurs. Ils sont actuellement plus d'une dizaine de portails d'information qui fonctionnent en plein temps. Ces sites web font de l'information générale. Leurs sources principales sont les journaux écrits. Nous recevons maintenant des articles de presse, maintenant des journaux. On leur fait confiance souvent. Mais souvent, nous aussi, nous évitons maintenant des articles maintenant qui nous paraissent un peu diffamatoires. Sinon, au Mali, que ce soit la presse écrite, que ce soit le web maintenant, les gens, est-ce qu'ils font une vérification au niveau maintenant des choses, au niveau maintenant, ils écoutent seulement une partie, généralement les gens, et ils font les papiers. Et généralement maintenant, ça caractère diffamatoire. Nous avons cette propension, en tout cas ici au Journal du Mali, à toujours tenter de vérifier en tout cas une information, aller diversifier les sources pour être sûr que l'information que nous proposons de partager avec le public est la plus véridique possible. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui régisse le secteur. En plus d'autres difficultés, l'absence d'une loi constitue pour eux un fort handicap. Pour le moment, il n'y a aucune loi maintenant. C'est ça le problème aujourd'hui maintenant des sites web. Parce qu'il n'y a aucune loi maintenant qui régit maintenant. Donc il faut une relecture, sinon il faut faire une relecture maintenant. Ça constitue une difficulté. Nous avons eu des soucis quand des fois, par exemple, des confrères de la presse en ligne ont récupéré des articles du Journal du Mali sans citer la source. Ça arrive. On le prend bon enfant, mais quand ça devient répétitif, ça peut constituer une difficulté. Ces sites internet qui font de l'information sont devenus de véritables entreprises de presse, comme celle de la presse écrite. Ils sont regroupés au sein de l'association des professionnels de la presse en ligne au Mali, appelée Appel Mali. On a beaucoup changé, parce qu'il y a à peu près un mois, on a eu une séance de travail avec la HAC, la Haute Autorité de la Communication. C'était quoi? C'était trouver les voies et moyens pour formaliser, entre guillemets, ce secteur-là. Donc nous avons souhaité quand même qu'il y ait une relecture des textes régissant la profession des journalistes au Mali pour intégrer les secteurs des médias en ligne. Quand un article est publié, celui qui publie est le plus responsable. C'est pour vous dire qu'il y a déjà un cadre juridique, mais qui n'est pas très précis. On a besoin de formation dans le secteur, on a besoin d'explication des textes et on a besoin aussi surtout des mises en garde parce que il y a beaucoup de dérives sur ces sites, quand même, il faut le dire. C'est donc un véritable chantier qui attend cette association car le secteur est en plein essor et doit être réorganisé et réglementé. Cela pour une presse malienne plus professionnelle. Le e-learning prend progressivement un envol au Mali. Cette méthode de formation en ligne permet de s'affranchir de la présence physique d'un enseignant. Une plateforme à la malienne est développée par ce centre d'études et de formation en informatique. Ici, les premiers bénéficiaires sont des étudiants. Ça permet d'étudier et à l'école et à la maison aussi, où dès qu'on a accès à Internet, on peut s'y connecter et travailler, quoi. Donc ça pousse l'étudiant à aller voir comment c'est et puis ça a l'air facile d'accès et facile d'utilisation. Je trouve que c'est une plateforme interactive, elle est efficace et puis compréhensive. Pourquoi ne pas rattraper ce gap que nous avons avec les pays déjà en avance dans ce domaine? Nous avons tout de suite pensé donc à développer cette plateforme e-learning parce que actuellement c'est la méthode de formation qui est de plus en plus vulgarisée. Nous, à notre niveau, nous avons voulu innover en offrant des cours à travers cette plateforme qui est interactive et qui donne l'impression à l'utilisateur d'avoir un professeur personnalisé. Le centre travaille à promouvoir le e-learning dans le pays. Outre l'école, la plateforme se propage doucement dans l'administration. C'est le cas au bureau du médiateur de la République où l'on apprécie les avantages du e-learning. Souvent, on fait des impressions, on fait peut-être plus de 10-20 pages. Maintenant, par le biais de e-learning, on n'a pas besoin de faire tout ça. On met tout simplement le supérieur hiérarchique en copie ou celui qui est chargé de vous suivre, on le met en copie. Il suit le dossier et s'il a des corrections à apporter, il les apporte et il vous renvoie le même dossier via Outlook. Là, ça vous évite de faire des va-et-vient et ça vous évite de faire tout le temps des impressions. Techniquement, la plateforme est simple d'usage. Un exemple pratique vous permet de comprendre en quelques clics cet outil. Après avoir tapé l'identifiant et mot de passe, il sera redirigé directement sur cette page, qui est la page d'accueil. Donc cette page d'accueil est composée de plusieurs rubriques. Nous avons la rubrique évaluation pré-formation qui a comme objectif de positionner l'apprenant avant le début de sa formation.
la rubrique formation qui est composée effectivement des modules de formation. Donc dans cette rubrique, nous avons à peu près 3500 heures de formation sur plusieurs thématiques. L'apprenant a la possibilité de lire et aussi d'entendre le son. Excel permet d'atteindre rapidement une cellule, ce qui est fort utile lorsque vous travaillez sur une feuille comportant de nombreuses données. En plus du son et l'écriture, nous avons aussi la possibilité de voir un personnage qui nous explique les méthodologies et les modes de fonctionnement de la plateforme. Le e-learning s'appuie sur Internet et des outils multimédia. Il offre des modules de formation courts, progressifs, adaptés aux niveaux et besoins des apprenants. Au Mali, les gens ont surtout pris l'habitude d'avoir des formations en présentiel. Et donc, ce que nous avons commencé par faire, c'est qu'après le cours qu'ils ont reçu en présentiel, nous leur avons proposé de faire une formation continue en utilisant la plateforme. Ils se sont rendus compte qu'ils apprenaient beaucoup plus à leur rythme. Le professeur ou le formateur a la possibilité de suivre son groupe. C'est-à-dire, il peut savoir exactement est-ce que les apprenants se sont connectés, le temps de connexion aussi des apprenants, ça c'est au niveau de la connectivité. Donc en plus de la connectivité, nous avons aussi l'évolution pédagogique. Donc nous avons aussi un autre système de suivi donc qui va permettre à l'apprenant lui-même de suivre sa progression. L'importance du e-learning n'est plus à démontrer. La vulgarisation de cette plateforme devrait contribuer largement à l'atteinte des objectifs du plan Mali numérique 2020. Deuxième et dernière partie de cette émission, on va suivre ensemble le jeu cybernétique réalisé par Abibatou Kognan Diakité, l'invité du jour qui est une réalisation de Ibrahima Traoré. Mais avant, on va aller avec Cyber News pour voir ce qui fait l'actualité sur la toile. Salut, bienvenue dans Cyber News. Produire de la nourriture dans l'espace, c'est bien possible. Des expériences diverses sont menées, notamment dans le cadre du consortium Melissa à Barcelone, où l'on élabore des systèmes clos de survie, et à Brême en Allemagne, où des scientifiques s'apprêtent à lancer un satellite dans lequel des tomates pourront pousser, produire donc de la nourriture en orbite. C'est complexe, mais c'est déjà une réalité. En 2003, par exemple, des cosmonautes russes ont dégusté leur récolte expérimentale de petits pois, et en août dernier, des astronautes américains ont pu goûter leur première laitue de l'espace. Mais évidemment, les équipages ont besoin de bien plus pour assurer leur survie. Scruter la Terre depuis l'espace. Depuis longtemps, c'est ce que l'on cherche à faire. Et les progrès de la technologie embarquée dans les satellites rendent les études encore plus précises et fiables. Tel était le sujet d'un symposium que l'Agence spatiale européenne vient d'organiser à Prague, le Living Planet Symposium. Ces satellites sont une des pièces maîtresses des stratégies d'application des engagements pris à Paris dans le cadre de la COP21. Faisons un nouveau point sur la mission ExoMars qui est en quête de traces de vie sur la planète rouge. Une question en particulier se pose. Dans quelle zone chercher? L'un des plus éminents astrophysiciens d'Europe, Jean-Pierre Bibring, précise que sur Mars, il y a 2 calottes polaires. La planète tourne en un peu plus de 24 heures autour de cet axe-là, nous montre-t-il sur une maquette. Il y a de grandes plaines au nord et de grands plateaux au sud qui sont des plateaux bourrés de cratères d'impact à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Entre les deux, il y a toute une zone de transition et c'est dans cette zone-là qu'on a accès à des terrains qui sont encore plus vieux que ces plateaux qui datent de 4 milliards d'années et on est convaincu que si la vie a démarré sur Mars, c'est là qu'il faut aller la chercher, assure le scientifique. Les enfants nés avec des malformations auditives pourraient bientôt recevoir des prothèses auditives directement issues d'imprimantes 3D. Elles ont été développées en Australie dans l'université de technologie de Queensland. La petite Maya, qui est née avec une malformation congénitale, va bénéficier de cette technologie. La réussite dans la création d'une oreille pourrait ouvrir la porte à la création d'autres prothèses. Des prothèses bien moins onéreuses que celles actuellement disponibles sur le marché.
Le e-commerce a apporté une véritable révolution dans le monde entier en général et dans des pays comme le Pakistan en particulier. Nous voici à Karachi au Pakistan dans le Sam's Cake Factory, une pâtisserie comme on peut le voir créée par Soumaïra. Jusque-là, rien de bien particulier, sauf que Soumaïra s'est fait connaître uniquement sur Internet. On a lancé la Sam's Cake Factory par le biais de Facebook il y a 4 ans, a-t-elle dit. Je faisais tout moi-même alors, je faisais 4 gâteaux par semaine, maintenant j'en fais une 50aine, explique-t-elle. Tout notre marketing se fait sur Facebook et sur notre site web. Sheops est aussi une plateforme de e-commerce qui s'adresse essentiellement aux femmes. Nadia, sa fondatrice, explique que Sheops permet aux femmes de vendre en ligne et d'atteindre ainsi une cible beaucoup plus large. Voici une caméra intelligente de surveillance. Elle est discrètement posée sur un meuble et la sécurité est activée. Jusque-là, tout est assez classique. Ce qu'il est moins avec ce produit développé par une société française, c'est qu'il est couplé avec une reconnaissance faciale. Du coup, on sait à distance qui se trouve précisément dans sa maison, puisque l'appareil établit un portrait de tous les occupants. La caméra donne aussi l'accès aux personnes autorisées. À l'autre bout de la connexion, les personnes concernées reçoivent des notifications sur leur smartphone. Fin de Cybernews de ce mois. À très vite pour d'autres infos sur la toile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre jeu Cybernétique. Alors, dans le dernier numéro, nous vous demandions qui a offert le premier prix au lauréat du jeu concours Cybernétique. Vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Nous vous proposions A pour le président de la République et B pour le Premier ministre. La réponse, la bonne, est évidemment A pour le président de la République. Sans plus attendre, on va donc passer au tirage au sort. Et l'heureux gagnant du mois est Alassane Maïga avec l'adresse email maïga.alassane78@yahoo.fr. Félicitations à vous, monsieur. Vous pourrez passer dès demain pour récupérer votre cadeau à l'ORTM, un cadeau offert par notre partenaire Famib Mali. Alors, vous venez de suivre le dernier reportage. La question de ce mois est donc toute simple, hein? Dites-nous tout simplement le nom d'un journal en ligne au Mali. Le nom d'un journal en ligne au Mali. Vous connaissez la réponse? Envoyez-la tout de suite à l'adresse suivante cybernétique.ortm@yahoo.fr. Je répète, cybernétique.ortm@yahoo.fr. À vos claviers, bonne chance à tous. Bienvenue donc à cette rubrique invitée qui reçoit ce soir Tidjani Togola. Bonsoir Tidjani Togola. Bonsoir. On vous appelle en ville et partout Tito. Tito est un habitué de cette émission cybernétique. Ce soir, vous êtes là sur notre plateau pour parler de ce projet Démocratie Tech Quad, c'est bien ça? Oui. Dites-nous c'est quoi? Voilà, c'est quoi ce projet-là? Alors, Démocratie Tech Squad, si vous voulez, c'est une initiative de Twindy, qui est une organisation de droit malien, à but non lucratif. Et Démocratie Tech Squad en lui-même, c'est un réseau d'activistes et de professionnels des médias qui œuvrent pour renforcer la démocratie, les droits humains et l'état des droits. Qui existe dans 15 pays, vous l'avez dit. Aujourd'hui, qui existe dans 15 pays. De l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest, mais aussi on est en train d'étendre ça un peu vers les autres zones, les régions de l'Afrique. Et on est en train de l'élargir également au niveau du Mali. Et la particularité de ce réseau, c'est que les membres de ce réseau utilisent essentiellement les technologies de l'information et de la communication pour faire leur travail. Donc, ils se basent surtout sur le TIC. D'accord. Voilà. Ordinateur, téléphone portable, iPad, etc. etc. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Alors, sur le terrain, nous, on a plusieurs volets. On a des volets de renforcement des capacités des différents acteurs. Ça peut, donc on renforce les capacités en matière de TIC, que ce soit les acteurs de la société civile, les partis politiques, l'État. Donc nous travaillons avec tout le monde.
Surtout, notre particularité est que nous montrons à tous ces acteurs-là comment ils peuvent utiliser les technologies de l'information et de la communication pour faire le travail de développement et le travail de la démocratie, également de l'état de droit. Donc, si je comprends, promouvoir la démocratie à travers les TIC, c'est bien ça. Exactement. Donc, et pour cela, vous avez besoin d'outils, vous mettez à disposition de tous ces acteurs concernés pas mal d'outils. Vous utilisez quelle sorte d'outils? Ce sont des applications que vous mettez à leur disposition. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous utilisez? Alors, concrètement... Avec des exemples, hein? Oui, absolument. Nous utilisons des outils web. Nous utilisons également le téléphone mobile. Et, je voudrais aller avec des exemples un peu plus concrets. D'accord. Par exemple, au Mali, nous allons déployer une plateforme web et SMS qui permet à la population de suivre l'action du gouvernement et également qui permet de suivre un peu ce que l'Assemblée fait. Et aussi, ça c'est côté un peu société civile qu'on va faire, mais avec, par exemple, des côtés un peu plus État, nous allons travailler avec des mairies pour les doter de plateformes web permettant à la population de suivre qu'est-ce que la mairie fait, quel est l'état de leur budget, quels sont les projets qu'ils ont. Et même, nous sommes allés un peu plus loin en permettant, donc si jamais les mairies acceptent ça, on est en train de discuter pour arriver à ce résultat, c'est surtout de réussir à dématérialiser toutes les plateformes que nous avons conçues. C'est conçu de cette façon pour dématérialiser les services. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir accès à son acte de naissance ou des choses comme ça. Une fois que l'intéressé est enregistré, l'intéressé peut faire sa demande, faire tous les paiements en ligne et ensuite accéder à ces services-là. Ça a avancé un peu? Alors, ça a beaucoup avancé. On a échangé avec la mairie de Sikasso qui a bien apprécié le projet. D'accord. Et avec eux, nous allons certainement faire la première expérience. Vous avez parlé tout à l'heure de Véritomètre. Oui. Dites-moi, c'est quoi ce Véritomètre? Alors, le Véritomètre est un des volets du projet et donc un des modules, on va dire, qui est intégré sur une plateforme qu'on appelle Sansa, donc je veux dire mesurer tout simplement. D'accord. Et le Véritomètre va permettre de faire l'analyse des discours. D'accord. En d'autres termes, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand les hommes politiques parlent ou quand les médias, les acteurs de médias parlent, souvent, ils peuvent dire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Ou ils peuvent dire des choses qui ne sont même pas vraies. D'accord. Mais ils peuvent également dire des choses qui sont des sujets à polémique, mais qui sont vraies. Le plus dangereux, c'est qu'ils peuvent aussi faire des discours dangereux, c'est-à-dire des discours qui peuvent enflammer tout le pays. Donc, à travers le Véritomètre, nous traquons les discours, nous faisons l'analyse des discours de tous les acteurs qui parlent dans les radios, à la télé ou dans les trucs. Et une fois qu'on finit, qu'on a le discours, on traque, on contrôle est-ce que le discours il est vrai, est-ce qu'il est faux. Alors, et après, tous les citoyens peuvent accéder à la plateforme Sansa. Concrètement, comment est-ce que moi, je pourrais aller vérifier cela sur la plateforme? Est-ce que ce serait ouvert à tout le monde? Il faut avoir Internet, il faut avoir un ordinateur ou sur un téléphone portable. Comment ça va se passer concrètement? Alors, ça sera tout ça ensemble. C'est-à-dire, quelqu'un qui voudra s'intéresser, on fera même des feeds. Genre, quelqu'un qui veut suivre à chaque fois qu'il y a une déclaration, il veut suivre qu'est-ce qui est dit. Il pourra le recevoir sur sa plateforme. C'est complètement ouvert. Il peut le recevoir sur son téléphone. Il peut lui-même décider d'envoyer un texto pour... On signale que ce n'est pas encore lancé, hein, n'est-ce pas? C'est pas encore lancé. C'est pas, nous allons lancer ça en juin. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il va fonctionner. En juin, on va lancer ça. Donc, les gens peuvent vérifier. C'est une plateforme ouverte. Les gens peuvent même envoyer des messages pour nous demander de contrôler. J'imagine que c'est un gros projet qui nécessite quand même une grosse équipe. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est une grosse équipe qui est là pour mettre en œuvre tout cela? Alors, au niveau gestion, nous sommes 4 collaborateurs à plein temps, mais nous travaillons avec... Tous des jeunes Maliens? Tous des jeunes Maliens. Et au niveau travail fait sur le terrain, on a le réseau Démocratie Tech Squad et nous avons également le Forum malien des médias et de la société civile qui aussi va être lancé, particulièrement pour pouvoir travailler sur cette plateforme et même aussi pour pouvoir travailler sur tout ce qui est suivi de l'action publique à travers les différents programmes qui existent et aussi les différents textes qu'on a votés, notamment par exemple le cas du texte de quotas, où la plateforme va également permettre de suivre quelle est la situation exacte des quotas. Tito, vous travaillez beaucoup également sur les élections, mais comment est-ce que vous intervenez dans les élections?
Alors, sur le plan des élections, nous faisons l'exploration électorale en se basant sur les technologies de l'information et de la communication, notamment les technologies web, également le SMS. Cela permet, je donne un exemple concret, quand il y a une élection, les observateurs qui sont dans les bureaux de vote, ils vont observer et puis ils remontent toutes les informations par SMS. Cela permet de voir quelle est la qualité du processus électoral et aussi, ça permet, si on s'intéresse au cas des résultats spécifiques, ça permet d'avoir les résultats en temps réel. C'est-à-dire que quand un bureau est fermé, on a les résultats de ce bureau. Et également, quand il y a des incidents, il y a des irrégularités, on a en temps réel les irrégularités pour pouvoir engager des actions dans le but de les corriger éventuellement. Très bien. Et une dernière question, ça va s'étendre sur l'ensemble du territoire, ce projet? Absolument, le projet il va s'étendre sur l'ensemble du territoire, de Caille à Kidal. On a fait venir tout le monde et on les a fait suivre une formation d'abord pour être sûr qu'ils vont vraiment être compétents dans ce travail. Et les réseaux Démocratie Tech Squad concernent toutes les régions du Mali et donc c'est pour pouvoir étendre le projet à toutes les régions. Et vous avez déjà commencé, j'imagine, hein? Absolument. Le samedi, nous allons lancer Démocratie Tech Squad Ségou et ensuite nous allons passer aux autres régions. D'accord. Et un dernier message concernant ce projet avant de terminer cet entretien? Alors moi, le message principal que j'ai, c'est de dire que les technologies de l'information et de la communication doivent permettre de faciliter la participation citoyenne et doivent être un outil qui permettent de créer la confiance entre la population et les décideurs. Donc, du coup, j'appelle à une utilisation beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus constructive pour le bien de la démocratie au Mali et également surtout pour le bien de la population malienne. Merci Tito. Merci beaucoup. Ouais. Bon courage et très bonne chance pour la réussite de ce projet. Amen. Ce qui n'est pas du tout évident au Mali, comme vous l'avez dit, dans le contexte actuel. Encore une fois, merci à vous également qui nous suivez dans Cybernétique. C'était la rubrique invitée. Tout de suite, Mohamed Ould-Mamouni. À très bientôt. Merci Ibrahim Traoré, c'est ce qui me fait donc à cette émission cybernétique de ce mois. On se retrouve le mois prochain pour un numéro spécial, une partie qui sera réalisée à Tunis avec notre envoyé spécial Ibrahim Traoré. Derrière cette caméra, Moulay Sibibé, post-production, Cheikh Aboubakar. Merci pour votre fidélité à l'ERTM.